Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien sur l'Amérique Production. Et aujourd'hui, on va parler sport mécanique, on va parler de F1 comme souvent sur la chaîne. Et on va parler. On va pas parler d'un événement qui vient de se dérouler. C'est un événement qui est un peu plus ancien. Ça fait maintenant 25 ans que s'est déroulé cet événement. C'est la mort d'Ayrton Senna. C'était le 1er mai 1994 lors du week-end tragique d'Imola. Et donc j'ai décidé de revenir un petit peu sur ce week-end de course et puis sur l'empreinte qu'a laissé Senna sur le monde de la F1 encore aujourd'hui. Alors le Grand Prix de Saint-Marin 94 qui se déroule sur le circuit d'Imola a lieu dans un contexte assez particulier pour Ayrton Senna. Depuis le début de saison, il n'est pas à l'aise avec la Williams, équipe qu'il a rejoint en début de saison, suite au départ d'Alain Prost, qui a pris sa retraite après son titre de 93. Et depuis le début de saison, il n'est pas à l'aise. Tout d'abord parce que cette voiture a la particularité d'avoir été conçue pour la suspension active, qui est interdite désormais en 94. Donc voilà, elle a un comportement assez imprévisible. C'est ce que dira également son équipier du côté de chez Williams, Damon Hill. Deuxièmement, parce qu'il change totalement de structure. Pendant 10 ans, il a été chez... Enfin, pas 10 ans, mais pendant 5-6 ans, il a été chez McLaren. Structure qui était quasiment familiale avec Ron Dennis à sa tête, qui adorait Ayrton Senna, il faut le dire, et qui était assez proche de ses pilotes à l'époque, et qui adorait Ayrton Senna, et qui avait même privilégié Ayrton Senna à Alain Prost. C'est pour ça qu'Alain Prost était parti chez Ferrari. C'était pas du tout la même chose chez Williams. Chez Williams, on ne s'intéresse pas aux pilotes. Ce qui est important, c'est d'avoir la voiture la plus rapide. Il y a des pilotes qui ont même été virés de chez Williams de manière assez ouais, c'est injuste, un peu malpropre, quoi. La manière. Nigel Mansell en 92, viré alors qu'il était champion du monde. Pareil pour Damon Hill en 96. C'est pas la voiture, c'est pas le pilote qui est intéressant, c'est la voiture. Le pilote doit faire fonctionner la voiture, parce que la voiture est toujours bonne. C'est un peu la manière dont on bosse chez Williams. C'est pas une écurie qui marche comme les autres. En F1, Jacques Villeneuve le répète assez souvent aujourd'hui lors des Grands Prix sur Canal. Donc Senna a un peu du mal à s'adapter à cet esprit-là. Et puis il sent qu'il n'a pas la voiture la plus rapide. Parce que la réglementation a changé. On interdit énormément d'électronique. À la fin de saison 93, que ça soit l'anti-blocage des freins, l'anti-patinage. Et c'est sur ce point-là où il y a un souci. Lors des essais hivernaux, beaucoup d'équipes sont sur les mêmes circuits, même si à l'époque il y avait beaucoup plus de journées d'essais privés qu'actuellement en F1, on en faisait plus de 100, 150 dans l'année, hein. On était tout le temps dans la voiture. Les équipes de F1 louaient énormément de circuits lors de la saison. C'est pour ça que les pilotes d'essai avaient un véritable intérêt, parce qu'ils pilotaient énormément la voiture en réel. Aujourd'hui, ils font du simulateur. C'est pas la même époque. En 94, à l'époque, en F1, on avait énormément d'argent. Donc Senna repère un truc sur une des voitures, c'est la Benetton. La Benetton de Michael Schumacher. Il repère qu'elle a quelque chose de particulier. Il pense qu'elle a un anti-patinage, ce qui est pourtant illégal. Et la voiture sera plusieurs fois disqualifiée après dans la saison 94. C'est pour ça que le titre se jouera lors de la dernière course face à Damon Hill. Là, Senna, il sent que la voiture, elle n'est pas forcément légale, qu'il y a un truc chez Benetton. Donc il sent qu'ils sont avantagés. Donc, lors des 2 premières courses de la saison, Senna fait la pole, que ce soit au Brésil à Interlagos, mais également à Ida, lors du Grand Prix du Pacifique au Japon. Mais que ça soit à Interlagos ou à Ida, il abandonne. À Interlagos, il abandonne au bout de 30-40 tours de course, hein, où il fait une erreur de pilotage tout simplement, en essayant de suivre Schumacher. Il était à 2 secondes 5, il commençait à perdre du temps sur Schumacher, et il n'arrivait plus à suivre le rythme de la Benetton. Et puis Aïda, c'est au premier tour où il se fait il y a un petit peu un carnage au premier virage, on va dire. Il se fait percuter par Mika Häkkinen avec la McLaren Peugeot. Et oui, parce qu'à l'époque, Peugeot avait décidé de mettre de l'argent en Formule 1.
Bon, de l'argent, mais pas trop. Hein. Donc McLaren rejoindra l'année d'après en 95 le giron Mercedes. Mais oui, une année. Il y avait un moteur Peugeot dans la McLaren. Lors de ces 2 premières courses, c'est Michael Schumacher qui s'impose et qui se retrouve donc à avoir 20 points d'avance au championnat sur Senna. Senna est en retard au championnat. Donc on arrive à Saint-Marin avec cette particularité-là, avec aussi un Senna qui semble perdu depuis le début de saison parce que il a pu son adversaire de toujours. Il a pu Prost. Pendant toute sa carrière, c'était l'homme à battre, Prost. Il est arrivé en 84 en F1, Senna, dans l'équipe Toleman. Ensuite, il a été chez Lotus et chez McLaren. C'était, à 84, il était vice-champion du monde, Prost, pour un demi-point derrière Niki Lauda. C'était l'homme à battre déjà à ce moment-là, Prost. Donc c'était le challenger. Sauf qu'en 93, il se retrouve sans challenger, comme en 92. Un petit peu, mais on savait qu'en 92, Prost allait revenir en F1. Assez vite. Mansell l'avait compris. Mais cette année-là, voilà, tu sens qu'il lui manque un challenger, il lui manque vraiment un adversaire c'est pas que Schumacher n'est pas un adversaire de talent, mais il le considère pas comme un challenger. Il est dans une autre position en fait à ce moment-là, Senna. C'est lui qui devient l'homme que tout le monde veut manger. Il n'y a plus Prost pour prendre cette place-là. Donc ça devient Senna, il devient le numéro 1. Et Schumacher, il veut taper Senna. Donc voilà, il y a une situation qui est particulière avant ce Grand Prix de Saint-Marin. Le Grand Prix commence bien entendu par des essais le vendredi. Le schéma était un petit peu différent de ce qu'on a actuellement en Formule 1. Le vendredi et le samedi, on avait des essais le matin. Par contre, l'après-midi, on avait des séances de qualification. Et c'était le meilleur temps de ces 2 séances combinées qui permettait de faire la grille de départ du dimanche. En sachant qu'on ne conservait que 26 pilotes sur la grille et qu'à l'époque, en F1, on avait souvent 27, 28, voire 30 voitures sur la grille de départ encore en 94, enfin qui participent à ces essais. Donc il y avait des non qualifiés. Donc les pilotes les plus lents essayaient de faire des très très bons chronos lors de ces séances de qualification. Les essais du vendredi matin, accident de Barrichello à la Variante Bassa où la voiture s'envole sur le vibreur, un bris mécanique certainement. La voiture saute le vibreur et va s'envoler directement au-dessus du mur de pneus dans le grillage. La voiture se détruit, elle est dans un sale état. Et à ce moment-là, tout le monde est inquiet pour la santé de Barrichello. Les essais reprennent, mais Senna n'est pas à l'aise avec la voiture. Il fait un tête à queue à la Tosa. C'est aussi lors de cette séance du matin, lors des premiers tours, qu'il fait son fameux tour embarqué qui sera diffusé sur Automoto le dimanche matin, où il fait le fameux I miss you Alain. C'est à ce moment-là. Et il continue bon, au bout d'un moment, Senna va aller voir Barrichello. Barrichello s'en sort miraculeusement avec un bras cassé et le nez cassé. Donc les gens repartent en qualification l'après-midi. Il y a même Damon Hill qui sort cette phrase, qui est quand même champion du monde en 96, qui était déjà pilote, coéquipier de Senna, qui dit: après avoir vu Barrichello, ils étaient encore plus rassurés que d'habitude parce qu'ils pensaient vraiment que les voitures étaient solides comme des tanks et qu'on ne pouvait pas être blessé, on ne pouvait pas mourir dans une voiture de F1 en 94, que ce n'était plus possible. Senna, il n'est pas à l'aise avec la direction de sa voiture, donc il demande à Patrick Reed de la raccourcir, ce qu'ils feront rapidement. J'ai parlé du I miss you Alain dans Automoto. Faut savoir qu'il y a une anecdote avec cette phrase. La vidéo est tournée le matin. C'est Jean-Louis Moncey qui récupère la cassette. On est en 94, à l'époque c'était sur des bandes. Et donc normalement il faisait le montage de la séquence, Jean-Louis Moncey. Et donc il s'aperçoit qu'il y a le I miss you Alain. Et se dit, est-ce qu'on le garde ou pas? Il va avoir une longue réflexion là-dessus. Il dit, on va décider, c'est Alain Prost qui va décider. Sauf qu'Alain Prost n'était pas sur le circuit, il arrive sur le circuit le samedi après-midi ou le dimanche matin.
À son arrivée sur le circuit, il voit la séquence. Il montre la séquence à Alain Prost qui dit on le laisse. Alain Prost est touché par le geste et il va serrer la main de Senna, ce qu'il ne fait jamais. Ce qu'il ne faisait jamais quand il ne pilotait pas, de serrer la main des pilotes. Et il va le faire et il lui souhaite bonne chance. Le samedi, le matin, séance d'essai où les pilotes se préparent pour la qualification du samedi qui sera hyper importante, surtout pour certains pilotes, comme Roland Ratzenberger, qui pour l'instant n'est pas qualifié. 20 minutes après les qualifications, après le départ des qualifications, Roland Ratzenberger, sur la Simtech, va faire une erreur sur le virage d'Aqua Minerale, chicane très haute. L'aileron va être légèrement atteint. Il fait des zigzags sur la piste pour voir si la voiture marche. Selon lui, elle fonctionne. Il décide de ne pas repasser au stand et de refaire une tentative de tour rapide. C'est à ce moment-là, aux alentours de 14h20 en Italie, où il va perdre le contrôle de sa voiture au niveau de la Villeneuve Courva, en hommage à Gilles Villeneuve, qui avait tapé à cet endroit-là précisément 12 ans ou 13 ans avant sans avoir aucune égratignure, avec pourtant une coque en aluminium qui était extrêmement fragile. Ratzenberger perd le contrôle de sa voiture, l'aileron se glisse sous la voiture, puis direction, il tape le mur à une vitesse impressionnante, aux alentours de 300 km/h. Il meurt sur le coup. Ratzenberger, c'est pour ça que j'ai pas mis d'image. Ils sont assez, parce qu'on voit la tête se balancer sur le côté du cockpit. Donc si vous voulez voir les vidéos, vous regardez les vidéos. Si vous voulez voir les images, vous voyez les images. Mais j'ai décidé de pas les mettre. Il est mort au moment du choc. Et ça a son importance dans la suite du week-end, cette chose-là. Normalement, en Italie, quand il y a un mort sur un site, le site est placé sous séquestre pendant au moins 24 heures. Donc la course n'aurait jamais dû avoir lieu. Sauf que c'est problématique pour la chaîne de télévision, pour la RAI. Donc on décide de dire que le pilote n'est pas mort sur le circuit, mais qu'il est mort à l'hôpital. Or, on sait tous qu'il est mort sur le circuit à ce moment-là. Mais les autorités italiennes préfèrent que de dire il est mort à l'hôpital. Je rappelle que c'est les autorités italiennes parce que le circuit d'Imola ne se trouve pas du tout à Saint-Marin. Il est proche de Saint-Marin, mais il ne se trouve pas dans le territoire de Saint-Marin. Senna décide de se rendre sur les lieux de l'accident. Senna qui va, selon des témoins, dont le professeur Sid Watkins, qui est le professeur qui a soigné tous les pilotes de F1, qui est mort il y a quelques années, mais qui a refait les jambes, par exemple, qui était le premier sur les lieux sur l'accident de Mika Häkkinen, qui avait fait la trachéotomie de Mika Häkkinen à Adélaïde en 95, qui était sur le lieu de l'accident de Michael Schumacher, voilà, à Silverstone en 99 quand il se brise les deux jambes. Donc là, il est présent et il voit Senna pleurer, ce qui n'arrive jamais. Senna est très affecté par cet accident, ce qui pourrait sembler curieux, mais il faut rappeler que Senna n'a pas connu de pilote de F1 tué en course. Senna, il arrive en F1 en 84. Le dernier mort en course, c'est Riccardo Paletti, c'est à Montréal en 82. Grand Prix du Canada. Le dernier mort, alors on pourrait dire oui, mais il a connu des morts dans des voitures de F1. Le dernier mort en F1, c'est Elio De Angelis, qui avait été équipier avec lui chez Lotus en 85. Elio De Angelis qui meurt dans la Brabham sur le circuit du Paul Ricard lors des essais en cours de saison. La particularité, c'est qu'il n'était pas présent sur le Paul Ricard lors de cet accident. Donc, il n'a jamais connu la mort en Formule 1, Senna. Donc, forcément, ça le touche. Il se rend sur les lieux de l'accident, ce qui ne plaît pas du tout à la FIA, qui lui dit grosso modo, qu'est-ce que tu vas t'intéresser à cette chose-là ? Voilà, il y a une enquête qui est en cours, les pilotes, ils pilotent des voitures, ils ne s'intéressent pas à la sécurité. Cette phrase déplaît fortement, cette réaction déplaît fortement à Ayrton Senna, et il se dit, bon, il faut peut-être qu'on commence à faire quelque chose sur la sécurité en F1. Il en parle à l'un de ses meilleurs amis qui a été coéquipier avec lui, Gerhard Berger,
l'Autrichien, qui est maintenant chez Ferrari à ce moment-là, mais qui a été son coéquipier chez McLaren. C'est quasiment l'équipier avec lequel il a eu les meilleures relations. Il y a plusieurs témoins aussi qui disent qu'il ne voulait pas participer à la course, mais qu'il était un petit peu contraint par son contrat. Il y a sa compagne de l'époque, mais également le professeur Sid Watkins, qui lui aurait même rétorqué à ce moment-là: t'es 3 fois champion du monde, maintenant je pense que tu peux aller à la pêche. Place au dimanche désormais, jour de Grand Prix. Ambiance assez tendue dans les paddocks de F1, briefing des pilotes. Ambiance tendue pendant le briefing des pilotes. Berger et Senna parlent de leur discussion de la journée précédente. Senna déclare qu'il faut recréer avec Berger une association des pilotes qui avait été dissoute en 82 après l'année 82 où il y avait eu la fameuse grève par exemple à Kyliami. Les discussions se font dans un salle de débriefing, les pilotes semblent plutôt du même avis que lui, la majorité des pilotes. Bien l'après-midi, l'après-grille, ambiance très particulière sur l'après-grille, ambiance tendue, personne n'a vraiment... Ouais, alors les supporters sont contents parce qu'il y a la F1, mais les pilotes sont assez mitigés. Avec Senna qui a emmené dans son cockpit quelque chose qu'il ne fait jamais, un drapeau. Pas un drapeau du Brésil, un drapeau de l'Autriche pour rendre hommage à Roland Ratzenberger. Il dit que s'il gagne la course, il rendra hommage de cette manière à Roland Ratzenberger. Qui, pour les gens qui pensent que c'est un pilote... alors certes, c'est un néophyte en F1, Ratzenberger, mais c'était pas un néophyte en sport automobile. Ratzenberger, il a été pilote en F3000 japonaise. Il a couru face à Eddie Irvine, par exemple, dans cette catégorie-là, qui sera en F1, qui est en F1 en 93 chez Jordan, mais qui aura une bonne carrière en Formule 1. Il a été champion de Formule Ford en 85 et 86. Donc c'est un pilote qui est quand même expérimenté. Il a fait du tourisme également en 87. C'est un pilote qui aime l'endurance et qui a l'opportunité d'aller en F1 au début de saison 94. Il se dit bah ouais, pourquoi pas, même si c'est une petite équipe qui n'a pas beaucoup de moyens. Accident au départ du Grand Prix. Gigi Leto qui venait de revenir après 3 mois de convalescence, enfin après quelques semaines de convalescence suite à un accident lors des essais de pré-saison. Ils sont deux à avoir eu des accidents en essais de pré-saison en 94. J'ai oublié d'y revenir. J'y reviens maintenant. Gigi Leto, le Finlandais, coéquipier de Michael Schumacher cette année-là chez Benetton. Enfin, il y a Verstappen et lui qui se partagent le volant. Et puis Jean Alesi. Jean Alesi qui s'est blessé également au cervical lors des essais de pré-saison et qui n'est pas à Imola en 94, qui ne pilote pas la Ferrari. C'est Nicolas Larini qui le remplace. Accident au départ entre Gigi Leto et Pedro Lamy qui ne peut l'éviter. En fait, Gigi Leto cale sur la grille de départ. Pedro Lamy ne peut l'éviter. La chance c'est qu'il tape sous un bon angle la voiture de Gigi Leto. C'est la boîte de vitesse qui va encaisser la majorité du choc. Il y a une roue qui s'envole. On évite une catastrophe. Le temps de réparer la piste. Une chose qui est encore assez récente en Formule 1, on met en place la voiture de sécurité. Et à l'époque, la voiture de sécurité, c'est pas une Mercedes hyper rapide, c'est pas une hypercar, c'est une Clio Williams ou une Opel. Je crois que cette année-là, c'est une Clio. Pas très puissant, les voitures refroidissent pas mal. Et ensuite, donc, au 5e tour, on relance la course. Et au 6e, au tout début du 6e tour, Senna sort lors de la courbe Tamborello, alors qu'il est en tête du Grand Prix. La vitesse d'impact, il a freiné, il a réussi à freiner un petit peu parce qu'à cet endroit-là, on est déjà à plus de 280. La vitesse d'impact, c'est 211 km/h. Ce n'est pas l'impact qui va le tuer. L'impact qui est dû à une pièce de la colonne de direction qui s'est rompue. C'est une pièce de suspension de la taille d'1 millimètre. C'est une toute petite pièce de suspension qui va se glisser dans la visière, qui va traverser en fait le casque au niveau de la visière et qui va atteindre le cerveau. 45 minutes d'arrêt. Le drapeau rouge est bien entendu sorti. 45 minutes d'arrêt. Pendant, il y a une séquence assez bizarre, un moment, alors que la RAI diffuse les images de l'intervention des pompiers. La BBC, les images étant tellement dures à supporter, décide de diffuser des images de sa caméra dans les stands, ce qui est assez rare également, il faut le souligner. Il va y avoir une scène assez étonnante. Eric Comas,
le team Larousse va faire ressortir Eric Comas, alors qu'il y a drapeau rouge, c'est totalement interdit, il sera même disqualifié pour ça, dans les stands. Il ressort et il se retrouve sur la piste, alors qu'il y a l'hélicoptère qui va décoller. Il évite toutes les personnes, les commissaires de piste, les médecins qui sont autour de Senna. Il faut savoir qu'Eric Comas, il a une relation très particulière avec Ayrton Senna. 2 ans auparavant, sur le circuit de Spa, alors que Comas est en piste, il a un accident sur la fin du circuit. Accident assez important, il perd connaissance et l'accélérateur reste bloqué. Senna se retrouve juste derrière, décide de sortir de sa voiture, défaire son harnais et d'arrêter l'accélérateur, de mettre le coupe-circuit et de sauver la vie un petit peu d'Eric Comas. Et ce qui est assez troublant, c'est que c'est le premier à voir Senna qui est quasiment mort à ce moment-là déjà. Beaucoup de sang sur la piste. Lorsque les images sont remontrées, quand on voit les images un petit peu de l'arrêt, il y a beaucoup de sang sur la piste. Ils font, je pense, trachéotomie de multiples interventions sur la piste. Il est héliporté. Ce qui est assez incroyable, c'est que la course reprend malgré tout. À 10 tours de l'arrivée, il y a un accident avec la Minardi de Montermini qui perd une roue dans les stands. 4 mécaniciens, 2 de chez Ferrari, 2 de chez Lotus, seront blessés. C'est quasiment la dernière chose du week-end, à part le lendemain où le camion de l'équipe Pacifique qui faisait rouler Jean-Marc Gounon et Paul Belmondo prendra feu sur l'autoroute A40 du côté de la Haute-Savoie. Mais les voitures seront sauvées. Le Grand Prix se termine. Pas de champagne débouché. Alors, pas pour l'accident de Senna, mais pour la mort de Ratzenberger. Les pilotes sont pas satisfaits du Grand Prix. Michael Schumacher dira comment on peut être satisfait, comment on peut se satisfaire d'un week-end comme celui-là, sombre. Et puis à 18h40, à 18h grosso modo, à peu près en termes d'horaire, selon les informations, Senna rentre en état de mort cérébrale, et à 18h40 sa mort est annoncée à l'hôpital de Bologne où il avait été rapatrié à 30 km à peu près du circuit d'Imola. Dès le lendemain, des hommages incroyables, 3 jours de deuil national au Brésil, et puis des fans qui sur la piste vont devant la morgue de Bologne, vont mettre des fleurs un peu partout. Il n'est pas rapatrié tout de suite. Il y a une autopsie qui est réalisée par la justice italienne, et puis le 5 mai a lieu son enterrement devant des millions de Brésiliens au Brésil. Faut juste se dire que au Brésil, c'était une star. Il y a eu des champions du monde brésiliens avant. Il y a eu un champion du monde, c'est Emerson Fittipaldi, qui est pourtant double champion du monde, mais il n'a jamais eu la même aura. Piquet également, qui est champion du monde également, mais Senna avait une aura particulière dans ce pays. Et le Brésil pleure son champion vraiment à ce moment-là. Prost et Berger font partie des pilotes qui portent le cercueil. Toute la Formule 1 est présente, sauf une personne, Max Mosley, le président de la FIA, qui gère la réglementation de la F1, qui lui se rendra le 7 mai à l'enterrement de Ratzenberger. Je pense qu'il y avait également Eddie Irvine à l'enterrement de Ratzenberger, parce que les deux pilotes étaient très très proches. Il faut savoir que Eddie Irvine même fera les 24 heures du Mans à la place de Ratzenberger sur la voiture dans laquelle devait rouler Ratzenberger, et son nom ne sera pas indiqué sur la voiture. C'est le nom de Ratzenberger qui sera laissé sur cette voiture, malgré le fait qu'il ne participe pas à cette course. Après le Grand Prix, il y a eu des changements au niveau sécuritaire assez importants. Je vais les faire rapidement parce que la vidéo est déjà longue, on est pas loin de 30 minutes. Baisse des appuis au niveau de l'aileron arrière, le poids augmenté des F1, la baisse en termes de centimètres cubes des Formule 1, et puis aussi l'apparition d'une chose qu'on voit toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que les F1 ont désormais un patin sous la voiture de l'ordre de 5 cm qui permet de diminuer énormément l'effet de sol, qui permettait d'amener énormément d'adhérence à la voiture. Pourquoi aujourd'hui Senna est encore mythique
encore une aura incroyable, malgré le fait que sa mort remonte à 25 ans désormais. Son dernier titre de champion du monde à 28 ans, un pilote qui n'a que 3 titres de champion du monde, un de moins que Prost, deux de moins que Fangio et que Hamilton, et un de moins également que Sébastien Vettel, je l'avais oublié. C'est reste une idole pour beaucoup de monde, parce que Senna avait un charisme très particulier. C'était pourtant un pilote qui était assez renfermé. C'est pas le pilote qui faisait le plus d'interviews dans la saison, mais il avait un charisme assez incroyable. C'est resté pendant très longtemps le recordman de pole position. Je pense que c'est le record que Schumacher a eu le plus de mal à battre. Les 64 pole positions de Senna, la dernière à Imola. L'aura de Senna est très particulière, parce que je pense que aujourd'hui, pourquoi Senna reste peut-être plus dans les mémoires qu'un Prost, déjà le fait qu'il soit mort alors il était encore en pleine possession de ses moyens, mais surtout il avait un côté extrêmement mystique, Senna. Quand on l'écoute dans ses interviews, quand il parlait de son pilotage, c'était comme s'il y avait Dieu qui lui permettait d'avoir ce don en pilotage. Il parlait jamais, quand on a les interviews de Senna, il parlait jamais vraiment de technique, contrairement à Prost. Et puis il n'était pas aussi froid peut-être qu'un Prost, qui était très mathématique, comme un peu un Niki Lauda, qui sont des pilotes froids, c'est-à-dire que c'est mathématique, on fait une gestion de course. Voilà, Senna, Prost n'était pas forcément très apprécié pendant sa carrière, il était plus apprécié après, ce qui est assez étonnant, parce qu'il était considéré comme froid par les gens, à part en France. En France, on est toujours apprécié Prost. Après, ça a été l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la F1, je pense. Peut-être un petit peu mis en exergue également par les médias, parce que Prost disait on n'avait pas des relations si catastrophiques que ça pendant les premières années. Il y a eu un tournant, c'est l'accident à Suzuka, et je pense que le tournant, c'est même pas 89, parce que Prost reste champion du monde, c'est vraiment 90, où il perd le titre à cause de cet accident. Mais la relation entre les deux n'était pas forcément si mauvaise qu'on a pu le laisser croire, surtout à la fin, parce que je pense que à partir de 92, leurs relations sont vraiment apaisées. Même en 93, la relation entre les deux est différente, parce que Senna ne peut pas vraiment se battre pour le titre face à une Williams bardée d'électronique. Après, ouais, Senna, il a gardé une aura un peu particulière dans la part des pilotes de Formule 1, parce que il y avait ce côté un petit peu mystique. Le fait qu'il soit excellent en qualification, ça semblait presque venu de nulle part. Sa capacité à piloter les voitures à fond, il y avait quelque chose quasiment de surhumain. Et il le laissait croire quasiment. Quand on lit ses interviews, c'est toujours assez intéressant de sa relation comme ça un petit peu à Jésus, à la manière dont il pilotait les voitures. La manière dont la légende s'est construite, c'est aussi après sa mort, où sa sœur, la mère de Bruno Senna, Vivienne, a tout fait pour qu'on conserve la légende Senna, pour qu'elle reste dans les mémoires. Elle a tout fait pour qu'il reste dans les mémoires. Il y a son association également, qui aidait les enfants pauvres, l'association, la fondation Ayrton Senna, qui existe toujours, qui a aussi également contribué à ça, que ce soit au Brésil, mais également à l'international. Mais parce que, mais je pense qu'il y avait ainsi un charisme, une aura qui était très particulière chez Senna, quelque chose de mystique, un petit peu, qui fait qu'aujourd'hui, on parle toujours de lui, même 25 ans après sa mort. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à la relayer si vous l'avez surkiffé sur vos réseaux sociaux. Pouce bleu également si vous avez apprécié, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures un peu plus gaies cette fois sur l'Amérique Production. Ciao ciao.